Lucie avait été une enfant qui parlait peu, effacée, qui l'observait, mais autant qu'il le savait, ne le jugeait jamais. Et maintenant, à 25 ans, elle commence à prendre ses distances. Les chiens, le jardin, les livres d'astrologie, le vêtement unisexe, il voit dans chacun de ses choix une déclaration d'indépendance, délibérée, dans un but précis. Elle s'est détournée des hommes dans le même esprit. Elle se fait une vie à elle. Elle sort de son ombre. Bien, il approuve. Bonjour et bienvenue au Clin-Clin du Maxou. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce magnifique roman, Disgrâce de John Maxwell Coetzee, publié en 1999 chez Secker et Warburg en Angleterre. La même année, il obtient le Booker Prize. Né en 1940 au Cap, en Afrique du Sud, et lauréat du prix Nobel de littérature en 2003, l'écrivain sud-africain nous offre, avec disgrâce, l'un des plus grands classiques des lettres contemporaines africaines. Dans une traduction de l'anglais de l'Afrique du Sud par Catherine Louga Duplessis, 2001, édition du Seuil. Je m'en vais ainsi vous livrer un extrait d'ouverture de ce si beau roman. Le lundi, elle ne se présente pas pour le contrôle. En revanche, dans sa boîte à lettres, au secrétariat, il trouve un formulaire de retrait. L'étudiante 771001, Mrs. M. Isaacs, n'est plus inscrite au cours comme 312 à dater de ce jour. 1 heure plus tard à peine, le standard lui passe une communication dans son bureau. C'est bien le professeur Lurie. Pouvez-vous me consacrer un instant? Je m'appelle Isaacs. Je vous appelle de Georges. Ma fille suit votre cours. Vous la connaissez, Mélanie? Tout à fait. Monsieur le professeur, je me demande si vous ne pourriez pas nous aider à sortir d'une situation difficile. Mélanie a jusqu'ici fait de bonnes études et voilà qu'elle veut tout abandonner. Nous ne nous attendions pas à ça. Et c'est une nouvelle triste. Nous sommes abasourdis. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Elle veut abandonner ses études et prendre un emploi. Cela semble du gâchis. Après 3 ans d'études où elle a si bien réussi, de laisser tomber avant de finir. Est-ce que je pourrais me permettre de vous demander de lui parler et de lui faire entendre raison? Vous lui avez parlé? Vous avez une idée de ce qui lui a fait prendre cette décision? Oh, que nous avons passé le week-end au téléphone avec elle, sa mère et moi. Mais nous n'avons pas réussi à la raisonner. Elle a un rôle dans une pièce, cela lui prend beaucoup de temps et il se peut qu'elle soit surmenée, vous savez, stressée. Elle prend toujours les choses à cœur. Et c'est sa nature de se donner à fond. Mais si vous pouvez lui parler, vous réussirez peut-être à la persuader de réfléchir. Elle a beaucoup de respect pour vous. Nous ne voudrions pas l'avoir gâché toutes ces années.
Ainsi donc, Mélanie, avec ses colifichets de bazar, Mélanie qui ne pige pas grand-chose à Wordsworth, Mélanie prend les choses à cœur. Il ne s'en serait pas douté. Il se demande quelle surprise elle lui réserve après ça. Monsieur Isaacs, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler à Mélanie. Merci, monsieur le professeur. Comme je vous l'ai dit, elle a beaucoup de respect pour vous. Du respect? Vous avez un train de retard, monsieur Isaacs. Il y a des semaines que votre fille a perdu tout le respect qu'elle avait pour moi, non sans raison. C'est ce qu'il devrait lui dire. En fait, il dit, je vais voir ce que je peux faire. Tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte, se dit-il après avoir raccroché. Et papa Isaac, à Georges, à des kilomètres de là, n'est pas prêt d'oublier cette conversation truffée de mensonges et de réponses évasives. Je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi ne pas lâcher le morceau? Je suis le ver dans le fruit. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Comment pourrais-je vous être utile alors que je suis à l'origine de vos maux? Il appelle à l'appartement. C'est la cousine Pauline qui répond. Mélanie ne peut pas prendre votre appel, dit Pauline sur un ton glacial. Qu'est-ce que vous me racontez? Elle ne peut pas prendre mon appel? Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne veut pas vous parler. Dites-lui qu'il s'agit de sa décision d'abandonner le cours. Dites-lui que ce n'est pas raisonnable. Le cours de mercredi se passe mal. Vendredi, c'est encore pire. Il y a beaucoup d'absents. Ceux qui sont là sont les plus dociles, les plus passifs, les bénis oui-oui. Une seule explication possible. L'affaire doit se savoir. Il se trouve au secrétariat du département lorsqu'il entend une voix derrière lui. Où est-ce que je pourrais trouver le professeur Lurie? C'est moi, dit-il sans réfléchir. L'homme qui a posé la question est petit, mince. Il a les épaules tombantes. Il porte un costume bleu trop grand pour lui. Il sent la fumée de cigarette. Professeur Lurie, nous avons une conversation au téléphone. Isaacs. En effet, enchanté. Voulez-vous venir jusqu'à mon bureau? Ce n'est pas nécessaire. L'homme marque une pause, se ressaisit, respire profondément. Professeur, dit-il en insistant pesamment sur le mot. Vous êtes peut-être très instruit et tout ce qui s'ensuit, mais ce que vous avez fait n'est pas bien. Il s'interrompt, secoue la tête. Ce n'est pas bien du tout. Les deux secrétaires n'essayent même pas de cacher leur curiosité. Il y a aussi des étudiants dans le bureau et en entendant le ton de l'inconnu monter, ils se taisent. Nous remettons nos enfants entre les mains des gens comme vous parce que nous croyons que nous pouvons vous faire confiance. Mais si on ne peut pas faire confiance aux universitaires, à qui est-ce qu'on peut donc faire confiance? Je vous le demande. Nous n'aurions jamais imaginé que nous envoyions nos filles au beau milieu d'un nœud de vipères. Non, professeur Lurie, vous êtes peut-être haut placé, puissant, vous êtes bardé de diplômes, mais à votre place, je ne serais pas fier de moi, je vous assure.
Si je me mets le doigt dans l'œil, c'est l'occasion ou jamais de le dire, mais je ne crois pas. Je vois bien à votre tête que je vois juste. C'est l'occasion ou jamais, certes, servi sur un plateau, que celui qui a quelque chose à dire s'avance et parle. Mais il reste mieux, son pouls lui est bas aux oreilles. Comment nier qu'il est le serpent caché sous des fleurs? Je vous prie de m'excuser, dit-il à voix basse. J'ai des choses à faire. Il tourne les talons tout d'une pièce et quitte le bureau. Dans le couloir plein d'étudiants, Isaac lui court après. Hé! Professeur Lurie! Oh, professeur Lurie! Vous ne pouvez pas vous sauver comme ça! Ce n'est pas la fin de cette histoire! J'aime autant vous le dire tout de suite! Oh! Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un extrait d'ouverture de ce roman. Je le disais tantôt, un grand classique des lettres contemporaines africaines. Grand classique, certes, mais aussi l'un des plus controversés. Si les uns lui trouvent des relents racistes, eh bien, d'autres, parmi lesquels je me situe plutôt, saluent la finesse de la réflexion de l'écrivain sur des sujets souvent trop traités de manière polarisée, du bien ou du mal, blanc ou noir, tout ou rien. De toutes les façons, souvenez-vous, si nous ne lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre? Allez, à jeudi, 20h pour une autre lecture. Ciao!